Une image de la manif d'hier, cette fois, ce jeune homme en gilet jaune au milieu des manifestants pro-vie. C'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup de gilets jaunes avec nous aujourd'hui pour marcher pour la vie, pour réaffirmer que l'avortement est un meurtre et qu'il doit faire l'objet d'un débat de société. C'est une évidence. Sur son gilet jaune, un cœur vendéen. Et ça, c'est le symbole du parti catholique intégriste Civitas, un parti qui organisait des prières de rue contre le mariage pour tous et qui a pour leader ce monsieur. On s'en rappelle. Ce n'est pas parce que nous refusons à juste titre l'immigration de grand remplacement et l'islamisation de notre pays que nous avons à livrer celui-ci à l'influence d'Israël. Sauf que ce jeune, on l'a vu aussi dans les manifs gilets jaunes le week-end dernier, interrogé par l'internaute pro-Dieudonné Vincent Lapierre. Le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. C'est un peu brutal. Et ça rend assez bien compte de la manière dont certains mouvements extrémistes cherchent à profiter de la crise des gilets jaunes pour se renforcer, même s'ils ne sont qu'une minorité. Thibaut, bonjour. Excuse-moi, bonjour. Attends, on la refait. Ouais. Thibaut, bonjour. Bonjour à toi Vincent. Alors dis-moi, qui es-tu? Alors moi je suis un Français, un gilet jaune, un jeune travailleur de 23 ans cette année, qui a décidé de participer au mouvement et qui depuis quelques temps apparemment je suis la nouvelle coqueluche fasciste des gilets jaunes et j'en suis très honoré. Alors on t'a vu dans une vidéo qu'on a tournée ensemble d'ailleurs lors d'un reportage, l'acte 9 des gilets jaunes, et cette vidéo a quand même fait le tour des réseaux sociaux puisqu'elle a été vue des millions de fois. Bah, à ce qu'on m'en a rapporté, puisque bon, n'ayant pas les réseaux sociaux et n'étant pas très internet, j'ai pas eu l'occasion de constater véritablement son succès. Maintenant, dans la rue, c'est vrai que je me fais arrêter, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir fait la nouvelle star. Mais ouais, apparemment, il y a eu un petit buzz autour, et puis c'est bien, j'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup de messages de sympathie, de gens qui pensent à petit peu près la même chose, qui, je pense, traduit un mal-être, une désapprobation, une colère vis-à-vis du président de la République et des institutions de manière générale. Colère qui est légitime et partagée, hein, puisque bien évidemment, et qui s'illustre via le mouvement des Gilets jaunes, entre autres. J'aimerais tout de même prendre l'occasion, tu vois, qu'on a discuté pour présenter un petit peu des excuses sincères. Puisque c'est vrai que j'ai tenu des propos un peu polémiques, un peu violents parfois, je le conçois, je le concède. À l'égard des filles de joie, des prostituées. Parce que c'est vrai que personne n'aime se faire traiter de Macron et beaucoup de prostituées se sont adressées à moi en me disant oui mais nous on n'est pas des Macron, et c'est vrai, je suis désolé les filles, il y a des mots parfois qui nous échappent dans la colère, dans le moment, voilà, c'est l'euphorie du propos et du coup je ne fais pas d'amalgame, je n'assimile aucune pute à Macron, je vous rassure tout de suite. Macron reste notre pute exclusive. Alors je suis allé regarder, je dois dire quand même, je vais sur mon ordinateur, je vais sur leur site, etc. Je vais regarder, ah non, désactiver votre bloqueur de publicité, puisque bon, hein, l'irrévérence, tout ça, l'esprit quotidien c'est bien, mais le capital c'est mieux. Donc bon, après avoir regardé sereinement les publicités et avoir appris que je pouvais m'abrutir le cerveau devant quotidien en toute sérénité, avec le partenariat ING, banque d'affaires, et l'approbation du colonel Sanders, je tombe enfin sur l'extrait en question, qui a pour sujet la marche de la vie. Donc c'est quelque chose de totalement distinct des Gilets jaunes, à laquelle j'ai participé avec fierté et plaisir, et je l'assume totalement. D'ailleurs, petit cœur Civitas pour tous ces connards, que je continue à porter. Et... Justement, on t'a associé à Civitas dans cet extrait. Alors justement, on m'a associé à Civitas. Alors les gars, le journalisme c'est bien, ça prouve qu'ils ont dû faire de grandes écoles, une grande culture, puisque alors ça, hein, je tiens à le préciser, avant d'être le logo Civitas, c'est quand même le cœur vendéen. Hein. C'est un symbole qui existe depuis environ 500 ans, qui est porté par les Vendéens, qui a notamment été porté par les Chouans. Résultat des courses, on a commenté une de Paris Match de 1973.
c'est pertinent, c'est bien, c'est le sujet, on est parfaitement là-dedans. Et on l'a critiqué, alors là, sévèrement. Hein. Je pense que les types qui ont publié l'image de Paris Match en 73 doivent se retourner dans leur tombe. Hein. Là, c'est irrévérencieux quand même, Canal. Hein. Ils lâchent rien, ils n'hésitent pas. Hein. Ils ont un courage politique certain. D'accord. Et on a commenté, et là, quelle n'est pas ma surprise de voir ma sale tronche à la marche pour la vie, jeunes fascistes, etc. Ce qui m'honore d'ailleurs, merci à eux. C'est un titre de gloire que je me fais d'être traité de fasciste par Canal. Ce qui m'étonne quand même, parce que moi, il me semblait que j'avais certaines sympathies. J'avais certaines sympathies, moi, pour Yann Barthès, puisqu'à une époque, on était du même monde, hein, Yann. Tu te souviens, quand tu faisais Quenelle sur Quenelle, que t'adorais publier sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, il y a une connivence, il y a une sympathie entre artisans quenelliers amateurs, il y a une solidarité de métier. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Il a un petit peu mouillé ses dessous et il s'en est excusé depuis. Bon, dommage. Et donc, quelle n'est pas ma surprise que de voir ma tête, un extrait bien évidemment bien sélectionné de 3 secondes parce qu'il faut pas trop se poser de questions, et de me voir associé à Civitas. Eh bien, j'ai découvert Civitas. Non, mais ça, comme quoi, la télé a un vrai potentiel informatif. Et ça, c'est bien, parce que je ne connaissais pas Civitas. J'en deviens un membre d'honneur. Alors, je me suis renseigné depuis, je vais envoyer, je pense, ma lettre d'adhésion à Alain Escada, puisqu'il y a moyen de prendre un peu de pèse. Là, je pense que c'est parfait. Donc, je découvre Civitas et je découvre que j'en suis un membre. Bon, comme l'autre qui faisait de la prose sans le savoir, et ben moi j'étais membre de Civitas sans le savoir. C'est formidable quand même la vie parfois. On en apprend des trucs à la télé, à quoi ça sert de sortir quand on a TMC. Soyons sérieux une minute. Je me mets à la place d'un téléspectateur lambda qui regarde TMC avec quand même un but informatif derrière. Qu'est-ce que j'ai appris à la fin de ce reportage, de ce zoom sur la marche pour la vie ? A-t-on parlé du propos de la marche pour la vie, qui était de rétablir une clause de conscience pour les médecins qui ne souhaitent pas pratiquer l'avortement ? A-t-on parlé de cette revendication ? A-t-on parlé des participants ? A-t-on parlé du déroulé ? A-t-on parlé des nombreuses personnes qui se battent, corps et âme, issues de la société civile, du corps médical, même, et y compris de certains politiciens, qui se battent pour ce droit à la clause de conscience ? On n'en a pas parlé. On a parlé d'une une de Paris Match de 73, et d'un gueux vendéen pro-Civitas. Bon, alors je suis très honoré de les intéresser à ce point-là, parce que je ne m'intéresse pas plus que ça, mais finalement, c'est un petit peu, c'est une belle illustration de cette imposture médiatique des médias de masse, finalement. On prétend l'irrévérence, on prétend parler des sujets de fond, on sélectionne avec une malhonnêteté formidable certains micro-sujets comme ça, et on prétend parler au nom d'un tout. On n'a jamais parlé de la marche pour la vie, on n'a jamais parlé de ses participants, on n'a jamais parlé de ses accomplissements, on n'a jamais parlé de cet objectif, on n'a pas parlé du colossal mouvement qui existe en Argentine, qui a permis de rendre illégal l'avortement. On n'en a pas parlé de tout ça. On a parlé d'une une de Paris Match de 73 dont tout le monde se fout, et d'un gueux vendéen dont tout le monde se fout. Les journalistes, prétendus journalistes, puisque je ne les associe pas, comme je ne fais pas d'amalgame entre pute et Macron, maintenant je me permets aucun amalgame, c'est dit entre journalistes et quotidien, ces gens qui se prétendent journalistes ont-ils conscience d'être des chiens de garde ? J'avais presque envie de jeter un sucre à ma télé là, c'est formidable. Je pense à ces gens-là qui ont ce sacerdoce, parce que c'est un sacerdoce d'informer, tu le sais plus que moi, qui ont ce sacerdoce d'informer la population française. Il y a des millions de Français qui les écoutent, qui vont prendre ces contre-vérités pour des vérités et qui vont ne pas aller chercher plus loin et se dire finalement la marche pour la vie ridicule, ce type-là un fasciste. J'ai vu aussi qu'il parle, alors attention ça dénonce, ils osent, il parle des consommations de McDonald's de Donald Trump. Je prierais pour eux les mecs, parce que franchement là ils s'attaquent à du dur. Critiquer Donald Trump en France en 2019, les mecs... Je veux dire, allez, critiquer Rodrigo Duterte pendant que vous y êtes, critiquer Poutine, non, ils ont trop de courage pour moi. Moi, je m'avance pas là, tu sais. Non, attends, je tire à la vie quand même. En plus, j'habite à côté de Fleury, donc ce sera pratique pour maman d'aller visiter, mais... je suis en sueur, là, rien que d'en parler, ça me met tout chose. Et c'est typique, finalement, de cette caste médiatique. C'est typique de ce qu'on a vu dans les reportages de BFM.
Les pauvres, tu sais, qui sont chassés des manifs parce que leur sacerdoce, c'est d'aller porter l'information. C'est typique de ce qu'on voit à la télévision systématiquement qui est relayé sur les gilets jaunes, à savoir une bande d'hirsutes, quand ils ne sont pas des casseurs, quand ils ne sont pas des sales cons, quand ils ne sont pas des agresseurs des forces de l'ordre. Bah oui, pourquoi pas, allons-y, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 12 morts depuis le début des manifestations, avec un peu plus de 1400 blessés, 400 blessés graves, je me répète. C'est vrai que nous sommes des agresseurs des forces de l'ordre. On pourrait me dire combien il y a de blessés à déplorer chez les forces de l'ordre. Bon, ça aussi, il faudra en parler. Mais ça, ils n'en parlent pas. Alors en parlant d'origine politique, il paraît que toi, tu es un catho-facho. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Ah bah là, un catho-facho, et alors terrible, un catholique, fasciste, civitas, royaliste, tout ça. Ce que je peux dire là-dessus, bah moi, qu'est-ce que je suis ? Moi, je suis un Français. Je suis un Français, un jeune Français, avec ses idées, ses orientations politiques. J'ai des sympathies royalistes. Je suis évidemment un jeune catholique qui n'est pas particulièrement vindicatif, qui va à la messe comme tout le monde, qui pratique le credo, etc., mais qui ne cherche ni à faire la promotion d'une religion, ni à faire la promotion d'une idée politique. Ça n'est pas mon objet, ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas l'objet des Gilets jaunes. Donc, à titre personnel, catho, je sais pas, catho, oui. Facho non, enfin je ne sais pas, il faudrait m'expliquer ce qu'est un fasciste finalement à l'heure actuelle. Parce qu'on voit qu'il y a une petite inversion accusatoire toujours sympathique vis-à-vis des fascistes, etc. Comme quoi nous serions une peste brune, un espèce de mouvement de nervis français, gaulois réfractaires, beauf, alcoolique, enfin tout ce qu'on veut, on y ajoute ce qu'on veut. J'en doute légitimement, sachant que... Alors en ce qui concerne le royalisme, j'ai quitté l'Action française il y a quelques années car je n'y trouvais pas mon dû. Je pensais que c'était un mouvement justement pas assez ancré dans les réalités. Ça m'intéresse pas vraiment de parler de situation d'il y a 200 ans. Je cherche peut-être dans la littérature royaliste des références culturelles qui m'intéressent, qui sont anticapitalistes, qui sont d'une certaine manière, qui posent les bases et la question de notre système contemporain, puisque finalement être royaliste au XXIe siècle, c'est quoi ? C'est refaire finalement une critique de l'histoire, des 2 siècles passés, de la modernité et de ses tenants et aboutissements. Et aboutissements qu'on constate aujourd'hui finalement par une misère de masse, un chômage de masse, un désespoir moral même. Un désespoir moral. En France, on est le pays de la dépression. On est un pays finalement avec un très gros taux de croissance, si on en croit les chiffres, un pays plutôt développé, normalement tout devrait aller bien. Eh bien le message que les Gilets jaunes traduisent, c'est que finalement non, tout ne va pas bien. C'est pas la civilisation du Toys R Us et du KFC qui contente finalement la population française et qui l'amène à s'épanouir. On constate qu'il y a un très gros niveau de dépression, un gros niveau de divorce, ce qui était aussi symptomatique. Quand on a un taux de divorce à plus de 50% à Paris, ça signifie que les choses vont mal. C'est pas simplement des distorsions entre un homme et une femme au sein d'un couple, c'est aussi un système qu'il faut remettre en question. C'est aussi les tenants et les aboutissements d'une civilisation qui a comme unique but et comme unique idéal le matérialisme finalement, et qui ne contente personne. Même les grands bourgeois finalement, la classe la plus dépravée, la plus triste, les plus grosses difficultés psychologiques, on ne les rencontre pas finalement chez les ouvriers, on les rencontre aujourd'hui chez les grands bourgeois, chez ceux qui sont avides d'argent, chez ceux qui sont avides de cette société capitaliste, et qui en vivent et qui en bouffent. Donc ça traduit quand même un certain malaise de cette société moderne. Quand je dis société moderne, c'est celle issue directement de la révolution libérale de 1789, et dont on voit aujourd'hui l'aboutissement, mais qui se calcule et qui s'observe depuis 200 ans finalement. Il y a un souci de l'avenir de nos enfants, un souci de l'avenir des Français, il y a un souci de l'avenir de la patrie. Il y a des questions légitimes qui se posent au XXIe siècle. Pourquoi laisser notre souveraineté aux autres ? Pourquoi est-ce que notre souveraineté finit systématiquement finalement sous des prétextes démocratiques et des gages démocratiques dans la main de financiers, dans la main d'oligarques, dans la main d'institutions républicaines, dans la main de l'Union européenne, de la Commission européenne qui vote les lois et qui aujourd'hui qui sont les seuls patrons politiques véritables de la France. Quand on dit Macron démission, il faut bien saisir. Ça va paraître curieux venant de moi, mais que Macron n'est que le symptôme de cette maladie-là. Il en est la créature, il en est l'objet, mais il n'en est en rien l'initiateur. C'est un symptôme de tout ça, Emmanuel Macron. C'est un symbole aussi. Un symbole également. De toute façon, il remplit toutes les catégories du CV finalement. C'est comme aujourd'hui, postuler à côté de chez soi, voilà, bon, il suffit de traverser la rue, alors les Français comprendront, visiblement. C'est Young Leader, issu de la banque Rothschild, c'est-à-dire des grandes institutions financières. On ne va pas partir dans le complot judéo-maçonnique, je ne sais quoi, mais il est issu des grandes institutions financières. Ministre, on nous dit que c'est un qui vient de nulle part, que ce n'est pas un politicien classique, etc. Le type a quand même été ministre de l'économie et des finances sous Hollande, il faut quand même le rappeler. Il a été mis en cause dans des affaires qui relèvent de la haute trahison. On serait dans un système qui marche, on parlerait de haute trahison. Par exemple, à la vente d'Alstom aux Américains, le gouvernement ne s'y est absolument pas opposé.
qui était un immense pôle finalement stratégique pour la France, avec la vente d'infrastructures françaises importantes, l'aéroport Toulouse-Blagnac et d'autres, le fait qu'aujourd'hui la situation est tellement critique qu'on se fait tirer dessus dans les manifs au flashball, non pas même pas par de l'armement français, on pourrait se dire au moins bon, on se reprend un petit peu de notre plus-value dans la gueule, c'est pas mal, on se reprend un petit peu de nos investissements, on se fait tirer dessus par du matos allemand. De la même que nos soldats aujourd'hui au front, en OPEX, etc., comme j'en ai dans la famille et comme j'en ai dans mon entourage, sont obligés de payer leur pactage, sont obligés de payer au nom de la République et d'interventions qui ont été décidées par des oligarques républicains, sont obligés de payer leur matériel. Finalement, ça leur monte parfois à 1 600 €, c'est une situation absolument scandaleuse, et sont armés avec des armes allemandes, puisqu'on a décidé de fermer la dernière fabrique de FAMAS en France. À part ça, jusqu'ici, tout va bien, Madame la Marquise, quoi. Il n'y a pas de problème, laissez la souveraineté aux autres. Vous, les Français, pouilleux, vous êtes bons à bosser, à casquer, mais sûrement pas à vous occuper de politique. Ça n'est pas notre rôle, il est vrai, nous ne sommes pas des élus, on n'a pas fait de longues études, on s'exprime mal, on est alcoolique, on est... témoignage, d'ailleurs. Vous voyez, l'alcoolisme en action, c'est quand même... ça fait des ravages. Parlons 2 minutes de solidarité européenne. La Grèce, ça a été de la solidarité européenne. Chypre a eu vent de la solidarité européenne. Toutes ces économies qui ont été réduites à feu et à sang par les institutions européennes, elles ont bénéficié de la solidarité de l'Union européenne. Allez les interroger, je pense qu'ils vous diront quelque chose d'assez différent. Hein. Quand à Chypre, du jour au lendemain, la totalité des avoirs d'une immense partie des habitants de l'île sont gelés et qu'on ne peut plus retirer d'argent alors qu'on bosse toute la journée, là on peut en parler de solidarité européenne. D'accord, bon. Alors on n'a plus de frontières, je ne parlerai même pas de l'évidence, c'est-à-dire de l'arrivée massive de migrants qui fuient des guerres déclenchées par ces mêmes institutions. Il faut le rappeler quand même. Moi, il me semble, à titre personnel, que le destin d'un Africain, c'est pas de devenir aide-soignante ou éboueur en France. Le destin d'un Africain diplômé, c'est pas ça. Je pense qu'il aspire à plus de fierté, d'autant plus dans des économies qui sont des économies émergentes, qui ont besoin de cette force vive. Et aujourd'hui, finalement, c'est un état de fait, c'est une évolution de la colonisation classique. Hier, une administration sur place qui contrôle politiquement ces pays-là, qui récolte le fruit de leur richesse, et finalement c'est le privilège de l'esclave, quoi. Demain, fin de l'administration avec la pseudo-décolonisation, fin de l'administration après ça, et finalement on laisse les entreprises stratégiques sur place, entreprises françaises et européennes et occidentales de manière générale, avec un jeu de domination de rapport nord-sud qui est évident aujourd'hui. Merci. Mais bon, qui est évident aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, nous avons atteint l'ultime étape, où finalement, piller ces richesses-là, envoyer nos entreprises, ce qui ne bénéficie jamais au peuple français, et ça c'est le véritable scandale, mais on pourra en parler plus tard, et bien finalement, on capte ces populations qui sont jeunes, qui sont diplômées, qui ont tout à faire dans leur pays, qui payent des milliers d'euros des passeurs qui les réduisent en esclavage. On voit aujourd'hui des véritables marchés aux esclaves en Libye, sur la côte libyenne. Ça a été rendu possible grâce à qui ? C'est le Front National, c'est les fascistes, c'est l'horrible peuple français fasciste qui a appelé à cette guerre, qui a souhaité cette guerre contre l'intégralité des experts et des avis des géopoliticiens experts. Il me semble que Yves Bonnet, ancien patron des renseignements généraux français, hein, c'est quand même pas moi, c'est quand même pas n'importe qui, expliquait dès le début, cette intervention se fait au bénéfice... merci gars, mais on discute là. Qui a voulu cette guerre ? Ceux qui sont allés en faire la promotion dans les grands médias. Ça n'est pas toi, ça n'est pas moi, ça n'est pas le peuple français finalement. Qui en a fait la promotion dans les grands médias ? L'intégralité de la classe politique comprador. Même Mélenchon a fermé sa gueule sur le sujet. D'ailleurs, Cato Facho, j'étais au front de gauche à l'époque de cette guerre. J'étais jeune enlisté au front de gauche, j'étais de la liste de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je les ai vus tous se coucher face à cet état de fait. Et qui était dans les manifestations contre l'intervention en Libye finalement ? Le peuple français classique. J'ai pas vu un oligarque, j'ai pas vu les médias, je n'ai pas vu bien évidemment les personnalités politiques de premier plan qui appelaient tous à la guerre. Qui a appelé à la guerre ensuite ? Il faut rétablir l'état de fait qui est la responsabilité médiatique. La responsabilité médiatique énorme. On a eu des appels au conflit, à la guerre, de la part de Bernard-Henri Lévy, bien évidemment, de la part de Jacques Attali, bien évidemment. Bernard-Henri Lévy qui a admis d'ailleurs, qui a avoué après l'intervention, la dite intervention, qui a mené à la mort de Kadhafi et à la destruction de la Libye, hein, il faut être honnête, qui a avoué que ces guerres-là étaient bonnes pour Israël. Hein, posons les vraies questions. Ces guerres-là, elles ont bénéficié au peuple français, elles ont bénéficié au peuple libyen, elles ont bénéficié à qui finalement ? Sinon, une poignée d'oligarques. Donc des frontières, on n'en a plus. Voilà, donc c'est établi, c'est un état de fait, etc. Vous vivrez sans. Très bien, bon, il nous reste au moins la monnaie.
Est-ce que j'ai même besoin de parler? Nous sommes aujourd'hui dans un régime d'euro. Imaginez la situation, transposer la situation, transposer toujours, c'est important. La situation 40 ans en arrière, aller expliquer au peuple français que du jour au lendemain, sa monnaie ne sera plus le franc, c'est-à-dire une monnaie nationale, que l'on peut échelonner, que l'on peut produire, que l'on peut, selon les besoins de l'économie française, mais une monnaie produite au sein de l'Union européenne, par une banque centrale européenne sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, et nous n'avons même pas envoyé un message à la Banque Centrale Européenne. Nous devons passer par des banques d'intérêt privées qui, elles, se chargent de faire transmettre le message, qui se font livrer de l'argent à 0% d'intérêt, et nous payons des intérêts privés aux banques. Ça, c'est le statut de Lisbonne. Ça, c'est le traité de Lisbonne à l'heure actuelle. C'est sa continuité directe. C'est la continuité directe des institutions, des instances européennes. Donc, en vérité, ce que les Français veulent, ce que les Français souhaitent, et ce dont les Français et ce dont moi j'ai besoin, et ce que nous devons retrouver avec ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'une souveraineté. C'est d'une souveraineté. Parce qu'on ne peut pas prétendre être libre quand on est enchaîné, on ne peut pas prétendre être souverain quand notre pays ne nous appartient pas, on ne peut pas prétendre reprendre le contrôle tant que nous restons dans ce carcan qu'est l'Union européenne, tant que nous restons dans ce carcan qu'est la Ve République, et tant que nous restons dans ce carcan qu'est la vie politique moderne et le monde de la finance. On ne peut pas prétendre à la liberté tant qu'on n'arrivera pas à s'en extraire de tout ça. Et je pense que les Gilets jaunes peuvent être un mouvement. Il va y en avoir des étapes, il va y en avoir des sacrifices, il va y en avoir des combats, ça va être très dur. Mais je pense que les Gilets jaunes ont été l'initiation de quelque chose, d'un mouvement important du réveil du peuple français. Mais ce qui est marrant, enfin ce que je vois depuis que tu m'as rendu célèbre, d'une certaine manière c'est amusant parce que les gens arrivent et tu sais, normalement on discute, on se prend un café, on se serre la main, on parlote quoi. Là les gens ils arrivent avec leur iPhone 7 ou 8. Ils prennent ta gueule en vidéo, ils sont là, ouais, Macron ma pute. Ils t'adressent même pas la parole en fait. Ils sont là pour Snapchat ou je sais pas quoi. C'est bizarre quoi. Et à chaque fois, je leur dis, mais enfin, c'est bon, on est humain. C'est ça. Je connais suffisamment l'histoire républicaine pour savoir que la République gouverne très mal, mais elle se défend bien. Hein, c'était le mot de Maurras et il est admirable, il n'y a rien à raturer. La République gouverne très mal, mais elle se défend bien. C'est-à-dire que demain, si Emmanuel Macron et la police politicienne et les médias ont le choix entre nous couper la tête, nous trancher la tête, nous décapiter et se maintenir au pouvoir et nous laisser les submerger, ils prendront l'option 1, c'est une évidence. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que Emmanuel Macron se méfie énormément d'une chose et a peur énormément d'une chose, c'est paradoxalement peut-être de sa police et de son armée, qui ne lui sont pas acquis. Je vois dans l'opération Sentinelle, dans les militaires qui font l'opération Sentinelle, systématiquement quand on tourne, nous, en manifestation, qui nous saluent, qui nous serrent la main, qui expriment leur solidarité, parce qu'eux aussi souffrent, et peut-être eux les premiers de cette situation-là. Je vois des policiers aussi, qui, mine de rien, se posent de plus en plus de questions, qui posent des arrêts maladie, qui refusent de réprimer le peuple français, qui refusent, d'une certaine manière, même s'il y a toujours eu de la violence, il y a toujours des salauds dans tout corps constituant. Mais il y a quand même une grande majorité des policiers qui commencent à exprimer une certaine solidarité vis-à-vis du mouvement. Je pense qu'il faut jouer là-dessus. D'une certaine manière, que si demain, Emmanuel Macron donne l'ordre de tir contre nous et que les policiers et que surtout les militaires sont confrontés à cet ordre-là, je doute qu'il soit respecté. Parce que les militaires et les policiers font aussi partie du peuple. Ils ont fait serment de le protéger et de le servir, qu'ils appliquent ce serment finalement. Moi, j'aimerais voir plus de courage parmi ces policiers qui ont du courage d'aller bosser dans des zones difficiles. Je viens de banlieue parisienne, je sais de quoi je parle. Ils ont énormément de courage d'aller bosser dans des zones où ils ne sont pas soutenus par les instances judiciaires. Ils en parlent systématiquement de délinquants qu'ils arrêtent 3-4 fois par mois et qui sont lâchés le lendemain par une institution judiciaire qui ne fait rien. Ils ont énormément de courage d'aller dans des zones qui sont véritablement des zones de non-droit, faut pas le négliger. J'habite à côté de Grigny. Je défie n'importe quel gauchiste qui m'explique que Grigny n'est pas une zone de non-droit de la traverser un après-midi avec son sac. Il n'en ressortira pas vivant. Il va finir dans une cave. Vous êtes des compatriotes et vous êtes des gilets jaunes dans l'âme puisque vous êtes issus du peuple. L'ennemi, il est derrière vous. C'est celui qui vous envoie au combat, à la casse, vous faire détester par le peuple français parce qu'il y a un ressentiment, il faut le dire en manifestation. Il y a un ressentiment vis-à-vis d'une certaine partie de la police. Quand on voit systématiquement des violences policières se déclencher chaque semaine, il y a un certain ressentiment aussi, il ne faut pas le nier. Pensons de manière intelligente, mettons 2 minutes notre ressentiment légitime de côté et adressons un message aux policiers qui est « Vous êtes des nôtres, vous n'êtes pas des leurs les gars. Regardez quand Édouard Philippe vient vous féliciter, il se lave les mains comme ça avec un air de fiotte, vous lui avez sauvé le cul. Non mais faut admettre, vous l'avez sauvé les gars, vous avez sauvé ça, au mépris du peuple français.
protéger et servir le peuple français. Et fondamentalement, je pense que vous le savez, soyez courageux jusqu'au bout. Moi, c'est mon message aux policiers, même si je suis mal placé pour l'adresser, puisque moi, je ne suis pas policier, j'ai rien à voir avec l'institution policière, je ne suis pas à leur place. Si j'étais à leur place, je pourrais me permettre de leur donner des grandes leçons. Là, c'est juste un message, finalement, que j'aimerais leur faire passer, leur dire, les gars, nous ne sommes pas contre vous, nous ne sommes pas vos ennemis, l'ennemi, il est derrière vous. C'est celui qui vous envoie au casse-pipe, c'est celui-là l'ennemi, qui vous envoie faire un job que fondamentalement vous détestez, que vous n'aimeriez pas faire, c'est celui-là l'ennemi. C'est pas le gilet jaune de 45 ans qui crève, c'est pas la femme SDF de 60 ans qui ne touche pas sa retraite, c'est pas le jeune sans emploi qui se bat finalement pour espérer, pour la France qui espère se construire un avenir dans ce pays. C'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, il est derrière. Et c'est l'ennemi systématique depuis 40 ans. Depuis 40 ans de vie politique en 5e République. Et c'est celui-là, finalement, qu'il faut aller nasser, pas nous. Tiens Vincent, toi qui es premièrement intéressé, je peux te poser une question. Tu t'es fait chasser de combien de manifestations Gilets jaunes là, par curiosité? Non, parce que ça m'intéresse, hein, tu sais. Moi, il me semble que bizarrement, quand le contrat journalistique est respecté, ce qui ne signifie pas d'ailleurs occulter une partie des violences qui peuvent exister chez des Black Blocs, chez des Antifas, chez des Gilets jaunes qui en aura le cul. Et Dieu, comme je les comprends, bizarrement, quand la presse indépendante ou la presse intègre au moins arrive, et bien bizarrement, il y a moins de soucis avec les Gilets jaunes. C'est curieux, hein. Quand il y a un débat, quand il y a une honnêteté, quand il y a des directs, quand il n'y a pas une reprise politique, tous ces chroniqueurs qui pavanent, comme ça, qui se pavanent sur les grandes télévisions, à expliquer au peuple français qu'il est incapable, qu'il est inutile, etc. On peut parler des Christophe Barbier, etc., mais qui poussent au summum de l'analyse politique. Hein. Moi, quand j'écoute Christophe Barbier, c'est vrai que j'ai du mal à suivre. C'est difficile, il a un lexique, une analyse politique tellement profonde, une lumière. Non mais on se fout de la gueule de qui? On n'a pas mieux en France que d'inviter des experts BFM, des gens qui ont fait comme Finkielkraut, qui se présentent comme des philosophes nationaux. Je rappelle que le type a une licence d'anglais. Hein. J'ai 23 ans, niveau diplôme, je te baise. Non mais c'est sincèrement, c'est ce type-là qui a une licence d'anglais est présenté comme le philosophe national. Christophe Barbier, qui lui donne sa légitimité? Qui a décrété, il y a eu un vote, je sais pas les gars, j'ai pas été prévenu, moi bizarrement je devais être ailleurs, il y a eu un vote pour dire que ce mec était un expert qui représentait la voix du peuple français, etc. Ces gens-là mangent dans la main qui les nourrit. C'est la voix de leur maître finalement. Est-il normal que une partie du peuple français, une immense partie du peuple français, soit obligée d'aller chercher sur des sites obscurs, sur Russia Today, sur des médias étrangers, l'information qui est nécessaire à leur formation politique, qui est nécessaire à leur appréciation du réel? Est-ce que c'est normal? Donc, tout simplement à tous ces téléspectateurs qui se sont laissés abuser dans ce jeu à force de propagande, etc., qui sont les mêmes qui malheureusement ont voté Macron et qui aujourd'hui le regrettent amèrement d'ailleurs, et nous le font savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont voté Macron parmi les Gilets jaunes, il faut le dire aussi, et qui aujourd'hui finalement vont au bout du paradigme et regrettent amèrement leur choix. L'intérêt de la chose, moi je dis à ces gens-là, vous voulez voir le réel? Éteignez la télévision, sortez les gars, il y a quand même un monde dehors. Vous voulez voir le quotidien, le réel des Gilets jaunes, rendez-vous aux manifestations. Mais où vous soyez, il y en a partout. Rendez-vous au rond-point, discutez avec les gens. Je vous rassure, on n'est pas encore une peste brune. On le devient peu à peu, on s'entraîne, mais c'est un long processus de formation. Mais moi, apparemment, j'ai pris de l'avance d'un vrai quotidien, donc c'est déjà pas mal. Non mais, les gars, si vous voulez voir l'information, sincèrement, éteignez votre télévision. Allez dans le réel, allez discuter avec les gens, allez vous renseigner, allez à des conférences, allez participer à des manifestations, pardon. Ça, c'est la véritable manière de s'informer, ça, c'est le véritable réel. Et j'ai conscience que beaucoup de gens ne puissent pas le faire. Parce qu'il y a le boulot, parce que c'est dur, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a des enfants, etc., etc. Au moins diversifier. Voyez le contrepoint. Il y a de nombreux médias qui sont développés autour des Gilets jaunes, qui sont disponibles en libre accès sur Internet et gratuitement, contrairement à Quotidien et à toutes ces chaînes de merde qui vous demandent de désactiver, de bien vous abrutir le cerveau à coups de pub. Le temps de cerveau disponible de Patrick Lelay est toujours d'actualité, visiblement. Il y a des choses qui ne se démodent pas. Voyez au moins le contrepoint. Et voyez qui vous enrhume, voyez qui vous raconte des mensonges et des blablas depuis 10 ans, voyez qui vous a fait croire à toutes les chimères possibles et imaginables, voyez qui vous a fait passer des vessies pour des lanternes, et si véritablement vous avez un besoin d'information, allez voir sur le terrain. Seul le terrain parle, seul le réel parle. D'accord ? C'est ça l'intérêt de la chose. Éteignez votre télé, ouvrez la fenêtre, allez voir, vous verrez des Français.
Vous verrez des jeunes, vous verrez des vieux, vous verrez des pauvres, des moins pauvres, des classes moyennes, vous verrez des professions libérales, vous verrez des fonctionnaires aussi, il faut le dire. Vous verrez des auto-entrepreneurs, vous verrez des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite, des gens qui sont nationalistes, des gens qui, comme moi, sont royalistes, vous verrez des communistes, etc. Tout ça n'a aucun poids devant le réel. Tout ça n'a aucun poids devant le réel. D'une certaine manière, j'ai une certaine admiration pour De Gaulle sur un point, c'est le CNR. Je pense que nous sommes dans la situation à l'heure actuelle du CNR, du Conseil national de la résistance. Il n'y a plus De Gaulle disait qu'il avait autour de lui des juifs et des antisémites. Eh bien autour de moi, j'ai des communistes et des royalistes. Voilà. Et autour du mouvement des Gilets jaunes, vous trouvez toute cette diversité du peuple français représentée. Arrêtons le jeu classique des partis, de division, de politique politicienne. Arrêtons de nous mettre sur la gueule alors que nous avons un intérêt objectif commun. Arrêtons finalement les petites querelles d'ego, etc. À se dire que oui, moi je serais plus légitime, et à savoir qui est le leader, si on l'apprécie, si on l'apprécie pas, etc., etc. Manifestons fraternellement, retrouvons ce sens de la fraternité française tel qu'il est dans la devise républicaine. Fraternité du peuple français, quels que soient les partis, quelles que soient les opinions, quelles que soient finalement les petites querelles de classe ou régionales ou de ville, etc. Soyons des Français unis face à l'anti-France. C'est ça le message aujourd'hui, je pense, porté par les Gilets jaunes. C'est ce message d'unité commun. Et c'est celui-là qu'il faut porter, c'est celui-là que t'aides à porter, et je t'en remercie. Voilà.